Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes pour commencer un témoignage, celui d'un brave Akram Al-Ahmad, journaliste syrien basé à Idlib au nord de la Syrie. Un journaliste, un homme qui se bat depuis plus de 5 ans pour continuer à informer librement, objectivement et sans y laisser la vie, comme ce fut le cas pour des centaines de ses confrères. L'actualité, c'est le déclenchement officiel du Brexit hier et l'ouverture de négociations qui s'annoncent longues et dures. Londres veut fermer ses frontières aux travailleurs européens mais conserver l'accès au marché financier de l'euro. Les 27 refusent de transiger sur les 4 libertés de circulation. Ce sera un bras de fer, on en débattra après notre rencontre avec Akram Al-Ahmad. Et dans la troisième partie de l'émission, les bambins du SALTL évoqueront la passion des mines de charbon de Donald Trump et le réseau social Facebook engagé dans la politique de proximité. Akram Al-Ahmad, voici son portrait par Damien Cabrespine. En tapant votre nom sur Internet, on découvre que vous êtes né en 1971 dans la région d'Hama, en Syrie, que vous êtes diplômé de l'école de journalisme de Damas et que vous avez fondé le Syrian Press Center, la seule agence de médias libre dans votre pays. Le régime de Bachar el-Assad aimerait que vous soyez plus silencieux, mais vous avez décidé de nous relater le quotidien des habitants et de nous informer sur le conflit syrien depuis vos agences basées dans la province d'Idlib et à Damas. Il y a une grande peine qui m'impose à rester en Syrie pour transmettre ce qui se passe en Syrie. Aujourd'hui, le Syrian Press Center se compose de 66 journalistes qui alimentent régulièrement un site internet traduit en anglais. Sur ce site, on y découvre l'horreur de la guerre, on y parle de martyrs, d'enfants assassinés, de femmes meurtries et de scènes chaotiques et cauchemardesques. Des informations et des articles que vous nous faites parvenir également via la page Facebook et le fil Twitter de l'agence. Des milliers d'enfants sont déscolarisés. Plus de 100 000 personnes vivent dans des caves et dans des grottes. Votre métier, vous le vivez comme une aventure. Vous avez par ailleurs formé des activistes au journalisme, un des métiers les plus dangereux en Syrie. 600 de vos confrères ont été arrêtés ou emprisonnés par le régime. D'autres ont été enlevés par des groupes comme Daesh. La Syrie est aujourd'hui en proie à une immense désolation, mais coûte que coûte, vous avez décidé de témoigner, d'informer et de vous battre contre l'injustice. Alors, une question, Akram Al-Ahmad, comment peut-on faire concrètement aujourd'hui pour vous aider ? Bonsoir Nadia, bonsoir Arnaud Le Parmentier, bonsoir Akram Al-Ahmad. Nous sommes émus et impressionnés de vous avoir face à nous et reprenons cette question que vous a posée directement Damien Cabrespine. Qu'est-ce qu'on peut faire, vu de France comme ça, pour vous aider concrètement ? Il faudra relayer ce qui se passe, relayer l'action de la société civile qui travaille pour la liberté. Tous ces organismes, toutes ces organisations que le régime cherche à les réduire au silence. Le régime vise ces organismes, ces jeunes qui organisent des manifestations, qui insistent à travailler, à éduquer les enfants, à relayer la quotidienne en Syrie et ils le font au prix de leur vie. Concrètement, comment vous travaillez? Qui vous paye? Vous avez 66 journalistes dans votre agence de presse libre syrienne. Comment ça se passe concrètement? Comment vivez-vous et survivez-vous? Nous avons beaucoup de difficultés. Nous faisons face à beaucoup de défis. Le premier défi, c'est le bombardement. Le bombardement, nous avons été le cible plusieurs fois. Et le dernier bombardement, 2 journalistes ont été touchés. Le deuxième défi, c'est les foyers, les groupes ralliés au Daesh et au régime qui poursuivent les journalistes en particulier. Ce sont 2 défis extrêmement difficiles. Et nous, en tant que journalistes, nous faisons face également à toutes les autres difficultés auxquelles font face tous les Syriens, à savoir la rupture de l'électricité, les coupures de l'électricité, l'eau. Donc c'est une situation difficile pour tous les Syriens. Nous essayons malgré tout cela de travailler en Syrie. Est-ce que vos journalistes sont des professionnels qui ont toujours été journalistes et qui font ça à 100% ou est-ce que ce sont des Syriens citoyens volontaires qui font du journalisme pour témoigner ?
tous ceux qui travaillent à l'agence, à ce centre. Moi-même, j'étais journaliste avant, je travaillais dans une agence du régime parce que tous les organismes dans le passé qui faisaient la presse dépendaient du régime. J'ai quitté ma profession de presse, j'étais enseignant plus tard. Au début de la Révolution, j'ai exercé ce métier. Bien sûr, la plupart des journalistes ont dû quitter la Syrie. Le régime a tué 420 journalistes. Également, Daesh a fait la même chose. À cause de cette situation, les journalistes de profession ont quitté la Syrie. J'ai essayé de réduire ce fossé. J'ai essayé de former les jeunes qui souhaitent être journalistes pour aider les gens. J'ai essayé de leur donner mon expérience. J'ai formé 300 jeunes journalistes, dont 80 femmes. Un grand nombre de ces journalistes travaillent avec des agences internationales et des agences locales. Dont l'AFP. Akram Al-Ahmad, le reportage le plus difficile que vous ayez eu à faire, est-ce que ça n'était pas la chute et l'évacuation d'Alep-Est ? Tout à fait. L'évacuation d'Alep était très, très difficile. Lorsque je regardais le départ des habitants d'Alep, lorsque je regardais leur visage, couvert de terre, justement. Il faisait très froid. Ils sortaient avec ce qu'ils portaient sur eux. Tout le monde pleurait. Il était en souffrance parce qu'ils ont tout laissé derrière eux. Leur maison, une partie de leur famille peut-être qui ont insisté à rester. Tous ceux qui sont sortis d'Alep, ils ne sont pas sortis par peur ou par la mort, mais ils ont eu peur des groupes extrémistes pro-gouvernementaux qui tuent en silence. Tous ceux qui sont sortis d'Alep, ils m'ont dit « Nous sommes sortis d'Alep par peur, mais nous avions effectivement peur de ces milices. » Cette photo a beaucoup frappé. Cet homme qui est revenu chez lui à Alep, à côté d'un gramophone à manivelle, qu'est-ce qu'il incarne? La dignité, la fatalité? Qu'est-ce qu'il incarne, Mohamed Anis? J'ai vu cet homme, j'ai vu qu'il garde ses souvenirs. Il avait également des voitures anciennes. Il a essayé de conserver également les membres de sa famille. Il y a plusieurs sujets. Il représente le Syrien innocent qui veut vivre coûte que coûte. Buvez un peu d'eau, Akram Al-Ahmad. Nadia, parlez-nous de la justice. Est-ce que la justice passera? Oui, parce que pour l'instant, un procès des crimes de Bachar al-Assad devant la Cour pénale internationale, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais il se passe des choses sur le front de la justice, puisqu'à Madrid, par exemple, un juge a accepté d'ouvrir une enquête sur 9 agents du régime syrien, dont l'ex-ministre des Affaires étrangères. Ce qui s'est passé, c'est qu'une femme, une Syrienne naturalisée espagnole, a porté plainte pour la torture et l'exécution de son frère Abdoul. Il se passe des choses en France également, puisque la justice française pourrait enquêter sur la disparition en 2013 de 2 frères, 2 franco-syriens dans une prison, qui ont disparu dans une prison du régime. Il y a une plainte contre X, encore une fois, qui a été déposée. Est-ce que ça vous permet de penser, de croire qu'un jour, la justice sera rendue pour les Syriens? Nous avons eu l'espoir lorsque nous avons entendu parler de ces affaires de la justice. Nous souhaiterons que le régime soit traduit devant la justice. Ces affaires, ces sujets nous ont donné de l'espoir. Cela constituera une dissuasion, bien sûr, pour tout le monde. Nous avons
ressenti un certain espoir. Nous espérons que ce genre d'affaires soit souligné dans tous les pays européens et nous espérons une certaine stabilité en Syrie, bien sûr, et nous sommes très contents de ce genre de procès, évidemment. Est-ce que vous trouvez que la justice doit être rendue par la Cour pénale internationale, par la communauté internationale, ou est-ce que vous pensez que c'est aux Syriens eux-mêmes de rendre la justice une fois que la paix sera retrouvée? Les deux choses. Nous souhaitons les deux choses, bien sûr. La Cour pénale internationale, évidemment, et nous souhaitons également qu'il y ait des tribunaux indépendants en Syrie pour tous les crimes qui ont été commis, tous les crimes qui ont été perpétrés en Syrie. Nous souhaitons que cela se réalise, que ce soit au niveau de la Cour pénale internationale ou en Syrie. Et nous souhaitons davantage que cela se passe en Syrie après le départ de ce régime, lorsque la Syrie multiple et démocratique sera réalisée. Akram Al-Ahmad, on a bien compris que votre métier de journaliste, c'est plus qu'un métier, c'est une mission. Il y a presque même quelque chose de sacrificiel dans la manière dont vous l'envisagez. Votre vie est moins grande que votre mission et que l'amour de votre pays, peut-être? Tout à fait, tout à fait. L'action d'un journaliste est une mission. Je me sens comme un traître si je laisse tomber ma famille et mon frère. J'ai pu relater beaucoup de crimes. Si je n'étais pas en Syrie, je n'aurais pas pu le faire. J'ai pu relayer beaucoup de crimes perpétrés par le régime, des crimes qui ont été relayés partout dans le monde. J'ai pu, malgré tout cela, former tous ces journalistes. Malgré ces difficultés, malgré ces crimes, la situation est très difficile pour tous les Syriens. Merci d'être venu témoigner, Akram Al-Ahmad. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. Merci infiniment. Et nous allons passer à un débat sur le Brexit, précisément, qui résonnera peut-être douloureusement à vos oreilles, car l'afflux de réfugiés en Europe qui ont fui la guerre et les massacres que vous venez d'évoquer en Syrie depuis 5 ans a pesé sur la campagne pro-Brexit au Royaume-Uni et sur le scrutin. Le Brexit est enclenché, donc, avec des mois de négociations financières et politiques en perspective. Qui a le plus à perdre dans l'affaire? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.